En septembre 1939, lorsque la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne, le Bomber Command ne disposait que de 53 escadrons de ce type. Seuls 33 étaient considérés comme pleinement opérationnels, et 10 d'entre eux furent immédiatement envoyés en France pour accompagner le corps expéditionnaire britannique, laissant à peine 2 douzaines d'escadrons pour défendre et frapper depuis les îles britanniques. Les appareils que ces escadrons utilisaient appartenaient à une génération en retard sur les exigences de la guerre moderne. Blenheim, Hamden, Wellington, Whitley et Ferry Battle, tous âgés d'au moins 6 ans dans leur conception, conçus à une époque où la théorie du bombardement stratégique était encore largement inéprouvée, où la guerre aérienne relevait encore de la spéculation et des exercices en temps de paix. Ils étaient lents, ils étaient sous-armés, leur charge de bombes était modeste et leur rayon d'action limité. Avec à peine plus de 300, un bombardier de première ligne basé en Grande-Bretagne, le Bomber Command était clairement incapable de mener une véritable offensive de bombardement contre l'Allemagne. Mais il y avait un problème plus profond que celui des effectifs et des machines. Il y avait une théorie, une croyance, consacrée dans la doctrine de la RAF tout au long des années 1930. Le bombardier passerait toujours, que des groupes serrés de bombardiers, volant de jour, pouvaient se défendre contre les attaques de chasseurs grâce à leur propre armement défensif, qu'ils pouvaient trouver leurs cibles, les bombarder avec précision et rentrer à la base sans avoir besoin d'escorte de chasse. C'était une théorie née de l'optimisme du temps de paix, et elle était sur le point d'être détruite par la réalité de la guerre. Pendant les mois d'hiver 1939 jusqu'en 1940, des bombardiers de la RAF furent envoyés en petite formation, dans ce que l'on appelait des missions de reconnaissance armée. Les jeunes équipages maintenant, les formations serrées, préconisées par la hiérarchie des bombardiers, s'aventuraient au-dessus de la mer du Nord et dans l'espace aérien allemand avec une confiance tragiquement mal placée. Ils furent rapidement désillusionnés quant à leur capacité défensive. Les résultats désastreux de ces premiers raids révélèrent avec une clarté brutale l'insuffisance de la théorie du bombardier non escorté. Les chasseurs allemands, principalement les Messerschmitt 109, se jetèrent sur les formations britanniques lentes avec une efficacité dévastatrice, abattant bombardier après bombardier. Les pertes n'étaient pas seulement lourdes, elles étaient insoutenables. Lors de certains raids, un tiers ou plus de la force d'attaque ne revenait pas. Les jeunes équipages, dont beaucoup sortaient à peine de formation, apprirent la leçon la plus dure possible. Les théories qu'on leur avait enseignées étaient erronées, et le prix de l'erreur en temps de guerre était la mort. Les résultats catastrophiques contraignirent la RAF à limiter ses bombardements à des raids nocturnes. À l'avenir, à la faveur de l'obscurité, les bombardiers avaient de meilleures chances de survivre, mais la nuit apportait ses propres problèmes. Trouver une cible de jour était déjà assez difficile. En trouver une de nuit, au-dessus d'un territoire ennemi plongé dans le noir, avec pour seul guide une boussole et les étoiles, constituait un défi qui demanderait des années et des milliers de vies pour être maîtrisé. Et pourtant, même durant ces sombres premiers mois, le Bomber Command posait les bases de ce qui deviendrait la campagne aérienne la plus soutenue et la plus dévastatrice de l'histoire. Des leçons étaient apprises, de nouvelles tactiques étaient élaborées, et quelque part dans les usines britanniques, les avions qui allaient transformer la guerre de bombardement prenaient déjà forme sur les planches à dessin et les chaînes d'assemblage. La question était de savoir si le Bomber Command pourrait survivre assez longtemps pour les utiliser. Les équipages qui participèrent à ces premières missions portaient un fardeau qui dépassait les dangers physiques du combat. Ils étaient des pionniers d'une forme de guerre qui n'avait jamais été tentée à cette échelle. Tout était nouveau, tout était incertain. Les techniques de navigation qu'ils utilisaient étaient rudimentaires. Estime, caps à la boussole et tous les repères qu'ils pouvaient identifier à travers les trouées dans les nuages. Par une nuit claire, avec une pleine lune, ils pouvaient suivre une rivière ou un littoral jusqu'à leur cible. Par une nuit nuageuse, ils volaient essentiellement à l'aveugle, se fiant à leurs calculs et espérant être à peu près là où ils devaient être. Le froid était un autre ennemi en altitude, et les vibrations constantes des moteurs, heure après heure, épuisaient l'énergie et la concentration même des équipages les plus expérimentés. Et il y avait toujours cette conscience qu'ils pourraient ne pas revenir. Dans chaque salle de briefing, chaque baraquement de dispersion, chaque salle d'équipage de chaque base de bombardiers, il y avait des chaises vides, les places où des amis s'étaient assis la veille, des amis qui n'étaient pas revenus, des amis dont les noms seraient prononcés à voix basse puis, peu à peu, plus du tout. Le renouvellement était implacable. De nouveaux visages apparaissaient, les anciens disparaissaient, et la guerre continuait. Les 16 et 17 décembre 1940, lors de ce qui fut peu être leur dernier raid important de l'année, le Bomber Command de la RAF
marqua un tournant nouveau et controversé dans la guerre aérienne. Le point de visée des 134 appareils envoyés cette nuit-là n'était ni une zone industrielle, ni un bâtiment particulier. C'était le centre même de la ville de Mannheim. Il s'agissait d'un raid de représailles mené en réponse directe au bombardement de Coventry et d'autres villes britanniques, et il représentait un changement fondamental de politique. Jusqu'alors, le Bomber Command avait officiellement visé des objectifs militaires et industriels. Cette fois, c'était différent. C'était la première attaque purement urbaine, le plus grand nombre de bombardiers britanniques envoyés à ce jour contre une seule cible, avec pour objectif explicite de frapper la ville elle-même. Les 14 premiers Wellington furent envoyés avec des bombes incendiaires. Leur mission était d'embraser la ville et de marquer la cible par le feu. Le reste de la force de bombardement suivit l'éclat des flammes, larguant ses explosifs puissants dans la lueur en contrebas, au prix de seulement 3 appareils perdus et 4 autres qui s'écrasèrent au retour. La force détruisit 476 bâtiments, tua 47 personnes et en laissa 12 176 autres sans abri. La tactique consistant à utiliser le feu comme marqueur avait fait ses preuves. Elle allait devenir une pierre angulaire de la stratégie du Bomber Command. L'année 1940 et un s'ouvrit pour le Bomber Command par un raid. Dès le tout premier jour de l'année, plus de 100 appareils décollèrent pour bombarder l'usine d'avions Focke-Wulf et d'autres objectifs industriels dans la ville de Brême. Le raid fut un succès et les pertes de la RAF furent faibles. En fait, l'année débuta avec une nouvelle directive, qui était la continuation de celle émise à la fin de 1940. Le pétrole était la cible principale. La machine de guerre allemande fonctionnait au pétrole ses chars, ses avions, ses U-boots, ses transports. Détruisez le pétrole et la machine s'arrêterait. La logique était irréprochable. L'exécution, cependant, était tout autre. Les mauvaises conditions météorologiques de cet hiver continuaient d'entraver les opérations. Les nuages dissimulaient les cibles. La navigation était peu fiable. Les bombes tombaient dans des champs ouverts, sur des forêts, sur tout sauf sur les usines visées. En mars, une autre diversion survint, détournant les bombardements de ces cibles pétrolières prioritaires pendant les 4 mois suivants. La priorité était désormais de contrecarrer la tentative allemande de couper les approvisionnements alimentaires de la Grande-Bretagne et ses liaisons avec les États-Unis. La bataille de l'Atlantique atteignait une phase critique et les U-boots coulaient les navires marchands à un rythme alarmant. L'amirauté, presque entièrement absorbée par sa campagne contre les sous-marins allemands menaçant les lignes de vie de la Grande-Bretagne, pressa vivement pour que les escadrons de bombardement soient employés contre les bases de U-boots et surtout contre les navires de ligne allemands Scharnhorst, Gneisenau et Prinz Eugen, qui était basé à Brest. À la mi-mars 1941, 17 nouvelles escadrilles avaient été ajoutées à la force et, plus important encore, les premiers exemplaires du nouveau type de bombardier lourd commençaient à entrer en service. C'étaient les appareils sur lesquels les concepteurs travaillaient depuis avant la guerre, plus grands, plus rapides, capables d'emporter des charges de bombes plus lourdes sur de plus longues distances. Ils arrivaient encore en petit nombre, mais ils représentaient l'avenir. La bombe de grande capacité connue sous le nom de HC fit ses débuts lorsque, le 31 mars, 2 bombes HC de 4000 livres furent larguées sur Emden par des Wellington spécialement modifiés. Ces armes énormes, pesant chacune près de 2 tonnes, constituaient un bond considérable par rapport aux bombes modestes du début de la guerre. Elles étaient complétées par une variété croissante de bombes incendiaires, souvent équipées de charges explosives destinées à disperser des matériaux en feu sur une vaste zone. Mais le raid sur Brême du 27 au 28 juin révéla un développement inquiétant dans les défenses ennemies. Les chasseurs de nuit allemands opéraient désormais en grand nombre. Le résultat fut le plus grand nombre de bombardiers perdus lors d'un raid nocturne jusqu'alors, 14 appareils sur une force de 108. Le ciel nocturne au-dessus de l'Allemagne, qui offrait une sécurité relative comparée à la létalité du jour, devenait à son tour un terrain meurtrier. En juillet, l'état-major de l'air fut libre de revenir à une campagne de bombardement stratégique. Il était clair que la campagne précédente contre les installations pétrolières avait causé peu de dégâts et n'avait eu aucun effet majeur sur la production. Dans une directive publiée le 9 juillet 1941, le Bomber Command reçut l'ordre de désorganiser le système de transport allemand, d'isoler les régions industrielles et d'empêcher le déplacement des matériaux de guerre vers le front. En novembre, la 105 escadrille reçut son premier exemplaire d'un nouvel avion révolutionnaire, le de Avillian Mosquito, un bombardier entièrement en bois, d'une vitesse et d'une polyvalence extraordinaires. Ce fut le précurseur d'une multitude de variantes du Mosquito qui allait devenir un facteur majeur de l'offensive de bombardement stratégique contre l'Allemagne.
assez rapide pour distancer la plupart des chasseurs, assez agile pour voler à basse altitude ou à très haute altitude. Le Mosquito allait se révéler être l'un des avions les plus adaptables et les plus efficaces de toute la guerre. Un tournant décisif pour le Bomber Command survint le 20 février 1942 lorsqu'un nouveau commandant prit ses fonctions. Il s'appelait l'Air Marshal Arthur Harris. Franc, obstiné, animé d'une seule idée et totalement convaincu que le bombardement stratégique pouvait gagner la guerre, il allait devenir la figure la plus controversée de l'histoire de la guerre aérienne. Admiré par ses équipages, respecté par ses ennemis et débattu par les historiens pendant des générations. Mais une chose ne faisait aucun doute. Arthur Harris transforma le Bomber Command d'un instrument grossier en une arme d'une précision et d'une puissance dévastatrice. 6 jours seulement avant la prise de commandement de Harris, une directive émanant de l'Air Staff et approuvée par le cabinet de guerre avait ordonné au Bomber Command d'entamer une campagne prolongée de bombardements aériens au cours de laquelle de grandes cibles, telles que des villes et des centres industriels, devaient devenir les objectifs principaux des bombardements de nuit. Le débat sur l'opportunité de bombarder des cibles militaires spécifiques ou des zones industrielles entières avait été tranché autant par nécessité que par stratégie. Le Bomber Command ne pouvait tout simplement pas atteindre de manière régulière des usines individuelles de nuit, mais il pouvait atteindre des villes, et ainsi les villes devinrent les cibles. Harris ne perdit pas de temps. Les 8 et 9 mars, ainsi que les 2 nuits suivantes, des bombardiers guidés par le nouveau système de navigation G attaquèrent la ville d'Essen. Le système G se révéla être une excellente aide à la navigation, mais les équipages constatèrent qu'il n'était pas suffisamment précis pour le bombardement à l'aveugle de cibles spécifiques. Les 13 et 14 mars, après un raid sur Kiel, Harris se tourna vers une autre de ses 4 cibles principales, la ville de Cologne. Cologne fut frappée par 135 appareils, qui réussirent à déclencher 237 incendies, à détruire plusieurs usines et à endommager plus de 1500 maisons. Mais Essen restait la cible numéro 1. Abritant les vastes usines d'armement Krupp, le cœur industriel de la machine de guerre allemande. Au cours des 2 semaines suivantes, Harris tenta encore 5 fois de l'atteindre. Chaque fois, la brume industrielle qui pesait sur la vallée de la Ruhr, combinée aux limites des technologies de navigation disponibles, rendait le bombardement précis presque impossible. Harris apprenait que la détermination seule ne suffisait pas. Il lui fallait de meilleurs outils, de meilleures tactiques et surtout davantage d'appareils. Puis vint la nuit qui changea tout. Dans la nuit des 30 et 31 mai 1942, un total de 1046 bombardiers décolla en 2 vagues depuis des aérodromes de l'Est de l'Angleterre. Leur destination était Cologne. Ils furent précédés par 88 appareils, effectuant des missions d'intrusion et de diversion pour tromper les défenses allemandes. C'était un pari audacieux. Harris avait rassemblé tous les avions qu'il avait pu trouver, pas seulement des bombardiers de première ligne, mais aussi des avions d'entraînement, des appareils de réserve, tout ce qui pouvait emporter une bombe et voler jusqu'en Allemagne. Il misait tout sur un seul coup massif. Jamais auparavant, les chasseurs de nuit allemands ne s'étaient vus offrir une telle occasion en or. Plus de 1000 bombardiers traversant la mer du Nord en un fleuve concentré d'appareils, mais aucun chasseur ne vint. Hitler, contre l'avis de ses commandants, avait commis une autre de ses erreurs coûteuses. Il avait interdit à la Luftwaffe d'attaquer la RAF au-dessus du sol britannique. S'il n'avait pas donné cet ordre, ce raid aurait pu être non seulement le premier raid de 1000 bombardiers, mais aussi le dernier et peut être le plus coûteux jamais subi par le Bomber Command. Les premiers bombardiers furent repérés par le radar allemand en passant au-dessus de la côte néerlandaise. Il y eut étonnamment peu de résistance de la part des chasseurs de nuit, bien qu'il y eût une importante flaque. Les bombardiers convergèrent vers le centre de la ville. Ils arrivaient et bombardaient au rythme d'un appareil toutes les 6 secondes. Des bombes incendiaires s'abattaient, éclatant d'un blanc éclatant en touchant le sol. Pour les bombardiers qui arrivaient encore, la lueur rouge en dessous ressemblait à la lumière du jour. Les habitants de Cologne donnaient désormais un sens amer aux paroles du ministre de la Propagande, le docteur Goebbels. Nous sommes tous désormais en première ligne. Le flux de bombardiers fit demi-tour pour rentrer, laissant derrière lui une ville en flammes d'un bout à l'autre. Les incendies étaient visibles depuis la côte néerlandaise, une lueur orange terne à l'horizon sud que les équipages de retour pouvaient voir à plus de 100 miles en dessous d'eux. Cologne était enveloppée d'un linceul de fumée et de flammes, s'élevant à des milliers de pieds dans le ciel nocturne. 13 000 habitations avaient été détruites. 45 000 personnes étaient désormais sans abri. 1500 usines avaient été anéanties au-delà de toute réparation et 630 autres avaient été gravement endommagées en une seule nuit. Le Bomber Command avait infligé plus de dégâts à une seule ville
qu'il n'en avait causé au cours des 2 années précédentes de bombardements réunis. Harris avait prouvé son point de vue. L'ère des raids de 1000 bombardiers avait commencé. Harris avait atteint ses objectifs principaux et obtenu l'approbation pour l'expansion massive future de la force. Cette nuit marqua un tournant pour le Bomber Command, le moment où il se transforma d'une force en difficulté et équipée en une arme stratégique capable de remodeler le cours de la guerre. En août 1942, une nouvelle formation d'une importance majeure vit le jour avec la création de la Pathfinder Force. Sa mission était claire et essentielle, ouvrir la voie aux principales opérations de bombardement et localiser puis marquer précisément la cible avant l'arrivée du gros de la formation. Les Pathfinders constituaient l'élite du Bomber Command, les meilleurs navigateurs, les équipages les plus expérimentés, volant sur les appareils les plus performants. Leur tâche consistait à trouver la cible dans l'obscurité, larguer des marqueurs lumineux colorés pour l'illuminer, puis guider les centaines de bombardiers suivants vers le point de visée. C'était un concept né d'une expérience douloureuse. L'expérience raid après raid avait montré que la majorité des équipages de bombardiers volant de nuit au-dessus de territoires hostiles ne parvenaient tout simplement pas à trouver leur cible. Après les raids, les photographies de reconnaissance avaient révélé une vérité humiliante. Les bombes tombaient à des kilomètres de leur point de visée, parfois en rase campagne, parfois sur une toute autre ville. Un rapport commandé en 1941, connu sous le nom de rapport Butt, avait livré une conclusion dévastatrice. Seul un avion sur 3 affirmant avoir attaqué sa cible avait en réalité largué ses bombes à moins de 5 milles de celle-ci. Dans le vaste paysage industriel de la Ruhr, cela pouvait faire la différence entre toucher une usine et frapper un champ. La force des Pathfinders fut la réponse à cette révélation accablante. Un groupe spécialisé dont l'unique mission était de s'assurer que les bombes de la force principale tombaient là où elles devaient. À la fin de 1942, Harris disposait désormais d'une force considérablement plus puissante que celle dont il avait hérité 10 mois plus tôt. Le raid sur Cologne avait prouvé que la précision des frappes avait augmenté de 30%. De nouveaux appareils, de nouvelles aides à la navigation, de nouvelles tactiques et l'expérience croissante des équipages contribuaient tous à rendre cette force plus efficace chaque mois. Les Lancaster, guidés par les Pathfinders, trouvèrent et attaquèrent avec un certain succès Düsseldorf, Duisbourg et Essen, des cibles qui avaient frustré le Bomber Command pendant des années. Au total, 43 raids majeurs furent lancés entre mars et juin 1943. La Ruhr, cœur industriel de l'Allemagne, était systématiquement pilonnée. Les derniers coups de la campagne de la Ruhr eurent lieu les 25 et 26 juillet, lorsque Harris envoya 705 appareils bombarder Essen. Puis, lors du raid final des 30 et 1 juillet, lorsqu'une force de 273 appareils frappa la ville de Remscheid, une ville de la Ruhr n'ayant pas été attaquée auparavant. 4/5 de la zone bâtie furent détruits et plus de 100 usines et bâtiments commerciaux furent mis hors service. Puis, dans la nuit des 16 et 17 mai 1943, eut lieu l'une des opérations les plus audacieuses de l'histoire de la guerre aérienne. 19 Lancaster, spécialement modifiés du 617 escadron récemment formé, attaquèrent les barrages de Mona, Eder et Sorpi en utilisant des méthodes d'attaque précises à basse altitude et des cylindres explosifs spécialement conçu par l'inventeur Barnes Wallace. Le raid des Dam Busters, comme on l'a appelé, captura l'imagination du public comme aucune autre opération de la guerre. Mais le coût fut élevé. 8 des 19 Lancaster furent perdus, ainsi que 53 des meilleurs membres d'équipage du Bomber Command. C'était un taux de perte qui aurait été insoutenable dans une campagne prolongée, mais en tant que coup unique et spectaculaire porté à la machine de guerre allemande, il fut sans égal. À l'été 1943, le Bomber Command avait été rejoint dans ses offensives par les B-17S et B-24 de la 8th Air Force de l'US Army Air Force. Les Américains se concentraient sur des sorties de jour en formation serrée en box, hérissées de mitrailleuses défensives, croyant, comme la rafle avait autrefois cru, que des bombardiers lourdement armés pouvaient se défendre en plein jour. Au début, cette approche les obligea à subir un taux de pertes élevé. Les chasseurs allemands, expérimentés et agressifs, exploitèrent chaque faiblesse des formations américaines. Mais ces lourds raids de jour complétaient l'assaut nocturne de Harris. L'Allemagne était désormais bombardée en permanence, les Américains le jour et les Britanniques la nuit. Il n'y avait aucun répit. Cette offensive combinée de bombardements fut autorisée par une nouvelle directive des Combined Chiefs of Staff, nommée Point Blank, datée du 10 juin 1943, exprimant des inquiétudes face aux pertes croissantes causées par les défenses de chasse de la Luftwaffe, en expansion et de plus en plus efficaces. Point Blank appelait à un changement de priorité vers des cibles directement liées à ces chasseurs et à leur industrie de soutien, mais Harris avait une autre cible en tête.
En tant que deuxième ville la plus importante d'Allemagne, Hambourg offrait de grandes possibilités de destruction de zones en 1943. Hambourg était le plus grand port d'Europe et la deuxième plus grande ville d'Allemagne, avec une population d'environ 1 million d'habitants. C'était une métropole tentaculaire de docks et d'entrepôts, d'usines et de chantiers navals, de quartiers résidentiels et de centres commerciaux, et elle était sur le point de connaître quelque chose que le monde n'avait encore jamais vu. À 80 milles de la côte allemande, les chasseurs de nuit, guidés vers leur cible par des contrôleurs au sol, qui ne pouvaient plus distinguer les véritables bombardiers des bandes de papier métallisées, erraient impuissants dans la nuit. Windows avait paralysé le système de défense aérienne allemand d'un seul coup. L'effet fut immédiat et dévastateur. Les pertes de bombardiers au-dessus de Hambourg furent nettement plus faibles qu'elles ne l'auraient été autrement. Tous, sauf 63, des 791 appareils, larguèrent 2277 tonnes de bombes explosives et incendiaires sur les zones urbanisées de la ville et du port. La destruction fut immense, mais ce n'était que le début, car les incendies déclenchés par les dispositifs incendiaires ne s'éteignirent pas. Ils grandirent. Ils s'alimentèrent eux-mêmes. Hambourg connut la première tempête de feu au monde. Le temps avait été très chaud et sec, ce qui fit que les bâtiments à ossature bois brûlaient avec une facilité féroce. Les incendies individuels provoqués par des milliers de bombes incendiaires se propagèrent et se rejoignirent, passant de foyers épars à un seul gigantesque brasier. La chaleur montante était si intense qu'elle créa un violent courant ascendant, une colonne d'air surchauffée s'élevant à des milliers de pieds dans le ciel. Les températures au cœur de la tempête de feu atteignirent 800 degrés. Les routes en asphalte fondaient et bouillonnaient. Les vitres éclatèrent sous l'effet de la chaleur seule. Les personnes réfugiées dans leurs abris furent asphyxiées lorsque l'incendie consuma tout l'oxygène de l'air au-dessus d'elles. L'embrasement fit rage pendant des heures, dévorant des quartiers entiers, réduisant des blocs d'immeubles en cendres, faisant fondre les structures en acier des usines et transformant les canaux en vapeur. 2 autres raids achevèrent la destruction effroyable de la ville ancienne. La bataille de Hambourg fut l'une des séries d'opérations les plus concentrées et les plus réussies menées par le Bomber Command en termes de destruction. Les résultats furent sans précédent dans l'histoire de la guerre aérienne. L'ampleur de ce qui se produisit à Hambourg envoya des ondes de choc à travers la direction allemande. Albert Speer, ministre de l'armement d'Hitler, déclara plus tard que 6 autres attaques de cette ampleur contre d'autres grandes villes allemandes aurait mis un terme complet à l'effort de guerre allemand. La production industrielle de Hambourg fut dévastée. Les chantiers navals qui produisaient des U-boats furent réduits à un amas de métal tordu. Les raffineries qui traitaient le pétrole furent rasées. La population de la ville, traumatisée au-delà de tout ce qu'elle avait jamais connu, s'enfuit par centaines de milliers, se déversant sur les routes dans un exode massif qui submergea les villes et villages environnants. Pour les équipages du Bomber Command, Hambourg fut une justification. Cela prouva que le bombardement stratégique pouvait infliger des dégâts à une échelle qui menaçait réellement la capacité de l'Allemagne à faire la guerre. À l'été 1943, alors que l'issue du conflit restait très incertaine, la priorité était de continuer à bombarder et c'est exactement ce que Harris avait l'intention de faire. Le prochain objectif de Harris était Berlin, la grande ville, comme l'appelaient les équipages de bombardiers. Harris pensait que s'il pouvait détruire Berlin, il pourrait mettre fin à la guerre. C'était une affirmation qui se révélerait trop optimiste. Mais la campagne qu'il lança contre la capitale allemande fut néanmoins l'une des offensives aériennes les plus soutenues et les plus brutales de la guerre, débutant les 18 et 19 novembre 1943. Au total, 16 raids majeurs furent menés contre Berlin. La capitale allemande était une cible immense, l'une des plus grandes villes d'Europe, s'étendant sur des centaines de kilomètres carrés, lourdement défendue par des batteries de DCA et des chasseurs de nuit, et bien plus profondément en territoire allemand que Hambourg ou les villes de la Ruhr. Les équipages qui volaient vers Berlin affrontaient les missions les plus longues et les plus dangereuses de la guerre, des heures au-dessus d'un territoire hostile, à travers des ceintures de projecteurs et de tirs anti-aériens, traqués par des chasseurs de nuit aux tactiques de plus en plus sophistiquées. Ces raids dévastèrent plus de 2000 acres de Berlin, tuèrent près de 6000 habitants et laissèrent 1,5 million d'Allemands sans abri. Le quartier gouvernemental fut touché. Des usines furent détruites, des gares de triage mises en pièces, des quartiers résidentiels réduits en ruines. Mais Berlin était tout simplement trop vaste, trop étendue et trop bien défendue pour être détruite comme Hambourg l'avait été. Les conditions de tempête de feu qui avaient consumé Hambourg ne pouvaient être reproduites dans les rues plus larges et la construction plus moderne de Berlin. Le coût pour le Bomber Command ne fut pas léger. 492 bombardiers et leurs équipages furent portés disparus durant la campagne de Berlin. Chacun de ces appareils comptait un équipage de 7 hommes. Les mathématiques des pertes étaient implacables et impitoyables. Près de 3500 jeunes hommes tués, capturés ou portés disparus en action au cours d'une seule campagne contre une seule ville. C'était un prix qui mit à l'épreuve
preuve même la détermination de fer de Harris. Pour les équipages qui volaient vers Berlin nuit après nuit, l'expérience était une descente dans une forme particulière d'enfer. L'itinéraire les menait profondément en Allemagne. À travers des centaines de kilomètres de territoire ennemi défendus par les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués au monde, the German Night Fighter Force had evolved from a handful of improvised units into a highly effective killing machine, equipped with airborne radar and guided by a network of ground controllers who tracked the bomber stream with deadly precision. The anti-aircraft defenses over Berlin were the densest in Germany. Hundreds of anti-aircraft guns surrounded the city. Dozens of searchlights scanned the sky, constantly sweeping for targets. Men who survived the full tour of 30 missions over Berlin considered themselves among the luckiest in the world. Statistically, they probably were. The point-blank plan, which had begun in early 1943, reached its peak in late February 1944, during one of the most intense bombing periods of the entire war, lasting 6 days and 6 nights. RAF Bomber Command and the United States 8th Air Force joined forces in what was called Big Week, dropping 16,506 tons of bombs on Germany. The targets were aircraft factories, engine plants, and assembly lines producing the fighters defending the Reich. Big Week was a turning point in the air war in Europe. The combined weight of British nighttime bombing and American daytime precision attacks inflicted heavy damage on the German aviation industry. Above all, the air battles fought during Big Week drew the Luftwaffe's fighters into combat, where they were destroyed in large numbers. Germany could replace aircraft. It could not as easily replace the experienced pilots who flew them in preparation for Operation Overlord. Au printemps 1944, à la suite de l'invasion alliée de la Normandie, une nouvelle directive fut adressée au Bomber Command. Elle fut connue sous le nom de Plan des transports, fondée sur le constat de la dépendance des armées allemandes au chemin de fer pour déplacer troupes, chars, munitions et ravitaillements. Il s'agissait d'un plan d'assaut majeur contre les systèmes de transport ferroviaire d'Europe occidentale. L'objectif était de créer un vide ferroviaire entre l'ouest de l'Allemagne et la côte française afin que lorsque l'invasion surviendrait, les Allemands ne puissent pas acheminer rapidement des renforts vers les têtes de pont. Cette mission fut partagée entre le Bomber Command et la 8e Air Force. Au total, depuis l'ouverture de l'offensive jusqu'au coup final du jour J les 2 et 3 juin, le Bomber Command mena 69 attaques de ce type. Les dégâts furent énormes, de Cologne et Aix-la-Chapelle, en passant par Gand et Courtrai, jusqu'au centre autour de Paris, et aussi loin que Le Mans et Orléans. Les voies ferrées devinrent des scènes de désolation. Les triages furent criblés de cratères, les dépôts de locomotives furent détruits, les ponts précipités dans les rivières. Le réseau ferroviaire du nord de la France, dont les Allemands avaient besoin à pleine capacité, fut plongé dans le chaos. Le plan des transports fut controversé. Certains commandants supérieurs soutenaient que les bombardiers lourds du Bomber Command étaient mal employés sur des cibles ferroviaires et que l'offensive stratégique contre l'industrie allemande devait se poursuivre sans interruption. D'autres s'inquiétaient des pertes civiles françaises inévitables résultant des bombardements de centres ferroviaires en zone peuplée. Mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Lorsque les armées alliées débarquèrent le 6 juin 1944, la capacité allemande à acheminer des renforts vers la Normandie était paralysée. Des divisions blindées qui auraient dû atteindre les têtes de pont en quelques heures mirent des jours, voire des semaines, contraintes de longs détours autour de ponts détruits et de nœuds ferroviaires criblés de cratères, harcelés à chaque instant par l'aviation alliée. Le plan des transports avait accompli exactement ce pourquoi il avait été conçu. La machine de guerre allemande était en train d'être immobilisée. Le Bomber Command poursuivait ses opérations très productives de mouillage de mines, semant les eaux autour des ports allemands de milliers de mines magnétiques et acoustiques qui coulaient les navires et fermaient les ports. Ils attaquaient les abris de sous-marins avec d'énormes bombes Talboy conçues pour pénétrer les épais toits en béton. Ils frappaient les villes côtières de Königsberg, Stettin, Brême, Emden, Kiel et Wilhelmshaven. Au début de 1945, la production allemande de pétrole et de carburant s'était réduite à un simple filet, privant de carburant les avions, les chars et les transports qui continuaient à combattre désespérément sur tous les fronts. Les chasseurs restants de la Luftwaffe restaient impuissants sur leur terrain, faute de carburant. Les divisions blindées qui avaient autrefois balayé l'Europe pouvaient à peine se déplacer sans carburant. Les réseaux de transport qui approvisionnaient les armées allemandes s'étaient arrêtés. Les pilotes formés à grands frais ne pouvaient pas voler. Des chars fabriqués au prix d'efforts énormes ne pouvaient pas combattre. Le sang vital de la machine de guerre allemande s'écoulait, goutte après goutte, raid après raid. Et il n'y avait rien que le haut commandement allemand
puisse faire pour l'arrêter. Harris continuait d'adhérer à sa conviction personnelle du bombardement de zones de vastes objectifs industriels, mais même lui reconnaissait que la campagne contre le pétrole produisait des résultats dépassant tout ce que le bombardement de zones avait accompli. La combinaison des deux approches, le bombardement de zones pour détruire la capacité industrielle et le moral, et les frappes de précision contre le pétrole pour priver la machine de guerre de carburant, créait un effet cumulatif qui, au début de 1945, mettait l'Allemagne à genoux. Harris continuait d'adhérer à sa conviction personnelle du bombardement de zones de vastes objectifs industriels. Mais une nouvelle situation militaire émergeait. L'offensive russe réussie, qui avait commencé à la mi-janvier 1945, progressait vers l'ouest, à travers la Pologne et la Silésie, à un rythme qui étonnait les deux camps. Alors que les Russes avançaient, il devint évident que des attaques aériennes contre les villes d'Allemagne de l'Est qui se trouvaient sur leur route pourraient apporter une aide puissante à l'offensive soviétique. Lors de la conférence alliée de Yalta, les Russes demandèrent la coopération des Alliés pour le bombardement massif de toutes les voies de communication en Allemagne de l'Est afin d'empêcher tout renforcement du front oriental allemand. Ils souhaitaient que ces attaques se déroulent à l'intérieur d'une ligne de bombardement convenue afin de maintenir les forces aériennes britanniques et américaines à l'écart de tout territoire qu'ils pourraient bientôt occuper. Après quelques jours de mauvais temps, le 13 février 1945, le Bomber Command était prêt à lancer l'assaut contre une ville allemande sans méfiance. Une ville qui, jusqu'à cette nuit, avait été largement épargnée par la dévastation qui avait frappé tant d'autres. Une ville d'architecture baroque et de manufactures de porcelaine, de galeries d'art et d'églises, de réfugiés fuyant l'avancée des armées russes. Une ville qui en était venue à croire, avec une foi tragiquement mal placée, qu'elle était trop belle, trop importante culturellement, trop éloignée du cœur industriel pour être une cible. La ville était Dresde. Après un vol de 10 heures, la première vague de bombardiers s'approcha de la ville dans l'obscurité d'une nuit d'hiver. La ville en contrebas était mal préparée à son destin. Ses défenses anti-aériennes étaient minimes. Ses services d'incendie n'étaient pas équipés pour un raid majeur. Les incendies qui en résultèrent pouvaient être vus à une distance de 80 km. Comme à Hambourg, les bombes incendiaires créèrent une tempête de feu qui consuma des quartiers entiers. La ville, remplie de réfugiés qui avaient fui vers l'ouest devant l'avancée russe, était une poudrière. Les rues médiévales étroites et les bâtiments à colombage alimentaient les flammes et la tempête de feu généra ses propres vents terribles, aspirant l'oxygène des abris en dessous et le remplaçant par de la fumée et du monoxyde de carbone. De nombreuses personnes avaient péri dans les abris, écrasées sous le poids des décombres. Beaucoup d'autres étaient piégés, mais les secours ne purent les atteindre à temps, et des centaines moururent asphyxiés dans les jours qui suivirent. Les photographies de Dresde firent le tour du monde. La Frauenkirche en ruine, le squelette noirci du centre-ville, les longues rangées de corps alignés dans les rues pour identification. Pour la première fois, des questions sérieuses furent posées, non seulement par l'ennemi, mais aussi par la presse et l'opinion publique alliée, sur le fait de savoir si la campagne de bombardement stratégique avait franchi une limite, si la destruction d'une ville d'une telle importance culturelle, si tard dans une guerre déjà manifestement gagnée, pouvait se justifier par une quelconque logique militaire. Même Churchill, qui avait été l'un des plus ardents défenseurs des bombardements stratégiques tout au long de la guerre, prit ses distances avec Dresde. À la suite de cet épisode, le bilan moral que la campagne de bombardement avait repoussé pendant des années s'imposa enfin et il jetterait une ombre sur l'héritage du Bomber Command qui persiste encore aujourd'hui. Le bombardement de Dresde déclencha un débat qui n'a jamais été tranché. Était-il militairement justifié? S'agissait-il d'une attaque légitime contre un nœud de transport par lequel des renforts allemands affluaient vers le front de l'Est ou d'un acte de destruction gratuite contre une ville sans valeur militaire significative, remplie de réfugiés et de civils? Ce qui ne fait aucun doute, c'est l'ampleur de ce que le Bomber Command a accompli au cours de la guerre, et le prix qu'il a payé. Depuis les premiers raids hésitants de 1939, lorsque quelques avions obsolètes s'aventurèrent timidement au-dessus de la mer du Nord, jusqu'aux raids de 1000 bombardiers sur Cologne et aux tempêtes de feu sur Hambourg et Dresde, le Bomber Command connut une transformation sans équivalent dans l'histoire militaire. La force que commandait Arthur Harris en 1945 ne ressemblait presque en rien à celle qui existait au début de la guerre. Les petites formations de 30 ou 40 appareils avaient cédé la place à des vagues de 1000 avions ou plus. Les bombardements rudimentaires et imprécis de 1940 avaient évolué vers les attaques sophistiquées de 1944, guidées par des marqueurs et menées par les Pathfinder. L'offensive de bombardement stratégique contre l'Allemagne demeure l'un des aspects les plus débattus de la Seconde Guerre mondiale. Ses partisans soutiennent qu'elle a détourné d'énormes ressources allemandes vers la défense aérienne. Des milliers de canons anti-aériens qui auraient pu être utilisés sur le front de l'Est, des centaines d'avions de chasse qui auraient pu s'opposer aux armées alliées, des millions d'heures de travail consacrées aux réparations et à la défense civile plutôt qu'à la production de guerre.
Ils affirment que la destruction de la production pétrolière, des réseaux de transport et des capacités industrielles a raccourci la guerre de plusieurs mois, peut être de plusieurs années, et a sauvé d'innombrables vies de tous côtés. Ces détracteurs, eux, évoquent les pertes civiles, les centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants allemands morts sous les bombes. Ils citent des villes comme Dresde et Hambourg, où la destruction semblait aller bien au-delà de toute nécessité militaire. Ils soutiennent que les ressources consacrées au bombardement stratégique auraient pu être mieux utilisées ailleurs, et que le coût moral de la campagne était trop élevé dans une réalité qui n'offre de réconfort à personne. Ce qui ne peut être contesté, c'est le courage des hommes qui ont effectué ces missions nuit après nuit. Ils montaient à bord de leur Lancaster, Halifax et Mosquito et s'envolaient dans l'obscurité, sachant que les chances étaient contre eux, sachant que, chaque nuit, les projecteurs pouvaient les repérer, la DCA pouvait les atteindre, les chasseurs de nuit pouvaient les intercepter. Ils volaient dans des températures glaciales à 6000 mètres, dans des cabines non pressurisées, portant des masques à oxygène, guettant la flamme d'échappement révélatrice d'un chasseur de nuit approchant par l'arrière. Beaucoup d'entre eux sortaient à peine de l'adolescence. Ils venaient de Grande-Bretagne, du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, des Caraïbes, de tous les coins du Commonwealth, et au-delà, ils se sont portés volontaires pour le métier le plus dangereux des forces alliées, et près de la moitié d'entre eux ne sont jamais rentrés.